Les combats ont donc repris ce matin à Alep en Syrie. De violents affrontements se déroulent dans plusieurs quartiers de la ville entre insurgés et loyalistes appuyés par les bombardements de l'aviation. Hier, 29 personnes dont 11 civils ont péri dans les combats et les bombardements. Des milliers... Nous sommes fin juillet 2012. La bataille d'Alep vient d'éclater en Syrie. Depuis le début de la guerre, 1 an plus tôt, le gouvernement de Bachar al-Assad persécute les opposants jusque dans les établissements de santé et mène des représailles contre les réseaux de soignants qui tentent de leur venir en aide. Comme Médecins sans frontières n'a pas l'autorisation d'intervenir officiellement dans le pays, l'association ouvre un hôpital de campagne clandestin dans le village d'Atmé, à quelques centaines de mètres de la frontière turque. Mais les très nombreux blessés de la bataille d'Alep n'arrivent pas jusque-là. Le flux de patients semble se diriger ailleurs, vers un endroit inconnu. Hakim Kaldi, alors jeune coordinateur de projet, est appelé en renfort pour mener l'enquête. Il se rend clandestinement en Syrie avec Jean-Hervé Bradol, ancien directeur des opérations de MSF, et rejoint la zone rebelle pour tenter de visiter les structures de santé qui reçoivent les blessés. C'est ce qu'on appelle une mission exploratoire. Le binôme va devoir miser sur son expérience pour faire face à l'inconnu et assurer sa sécurité. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Hakim Kaldi raconte la mission clandestine qu'il a menée dans la province d'Alep, au cœur du chaos syrien. La première étape de cette mission exploratoire, c'est de rentrer en Syrie. Alors pour rentrer en Syrie, à l'époque, on utilisait une méthode un peu particulière. On s'inscrivait sur des listes de réfugiés syriens qui retournaient en Syrie. Une fois inscrit sur cette liste, on montait au niveau de la frontière en bus. On se rendait sur une zone un peu vallonnée, dominée par une tour d'observation de l'armée turque. Une fois qu'on arrivait au niveau de ce passage, il y avait des soldats turcs qui venaient nous ouvrir les barbelés et qui comptaient le nombre de personnes qui étaient présents sur le site et le nombre de personnes qu'ils avaient sur la liste, et donc ils nous faisaient rentrer comme ça. Une fois qu'ils ouvraient le barbelé, le paysage c'était plus le même, c'était une zone qui était plate, et donc c'était un champ d'oliviers où se trouvaient des familles syriennes qui attendaient pour elles rentrer en Turquie. Donc après avoir passé ce champ d'oliviers, on arrivait sur le village d'Atmé, et juste au début du village, on était dans la rue où se trouvait notre hôpital clandestin. En fait, c'est une maison comme une villa qu'on peut trouver ici en France, et je suis assez surpris de la promiscuité des lieux. Et moi, ce qui m'a marqué en visitant cet hôpital, c'est que justement, on rentre en Syrie, à Alep, on sait qu'il y a des milliers de blessés, et l'hôpital, finalement, il y a quelques blessés. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus frappé quand j'ai visité l'hôpital. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de blessés que ça. Où sont ces blessés ? Comment sont-ils soignés ? Pour le découvrir, Hakim et Jean-Hervé se rendent à Alep, escortés par un groupe d'activistes. Nous, au niveau sécu, on n'avait rien prévu parce que justement, on fait face à une situation un peu imprévue. Et donc, ces activistes, ils étaient arrivés avec 2 véhicules. Nous, on est montés dans le 2e véhicule, sachant que le véhicule de tête, il servait à identifier les checkpoints, donc les points de contrôle de l'armée syrienne, s'il y en avait. Arrivé dans la ville d'Alep, on était dans le quartier de l'université, parce que je me rappelle très bien que le chauffeur qui nous conduisait, quand je lui dis mais pourquoi il y a autant de gens dans ce quartier, il m'a dit voilà, ça c'est l'université, et tous les gens que tu vois là aux fenêtres, c'est des déplacés de la ville d'Alep qui ont quitté leur quartier à cause des combats, et donc ils se sont réfugiés dans les bâtiments de l'université. Donc voilà, nous on est arrivés en zone gouvernementale. Par réflexe, et pour rassurer nos collègues à Paris, donc je me dis je vais les appeler avec un téléphone satellite que j'avais avec moi. Et donc je commence à ouvrir le téléphone satellite, capter le satellite. Une fois que j'ai le signal, je compose le numéro et pas de tonalité. Donc je refais la manœuvre. Et en fait, il y avait aucune couverture satellite, tout était brouillé. Et avec le téléphone portable, il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient pas, mais surtout on pouvait pas appeler à l'étranger. Donc on se retrouve dans une situation où, en grosso modo, tout le long de notre mission exploratoire, on est incapable de rassurer nos collègues à Paris pour leur dire tout va bien, on est arrivé à Alep et voilà où on en est, voilà ce qu'on fait, voilà comment est la situation. Le soir même, Hakim et Jean-Hervé rencontrent le responsable du groupe qui les a conduits jusque-là. Il lui explique la situation et lui demande s'ils peuvent visiter des centres médicaux en zone rebelle.
Et donc ce responsable, après m'avoir écouté, me dit non, vous n'allez pas visiter les structures qu'on supporte. Donc là, j'étais quand même assez mal à l'aise parce que voilà, on avait fait tous ces efforts, on arrive finalement à Alep, en plus on était en zone gouvernementale et le responsable nous dit non, finalement on va manger tous ensemble, on va échanger pendant le dîner, tout ça se fait en arabe parce qu'il y a des Syriens qui parlent anglais, mais ils se sentent bien plus à l'aise de parler arabe, donc tout ça se fait en arabe, on discute pendant le dîner. Et après le dîner, je reviens à la charge en disant quand même c'est important, voilà, on a quand même l'expertise des conflits armés, etc., etc., etc. Et finalement, il me dit bon, ok, d'accord, demain, on vous amène visiter une structure. Donc c'était pas toutes les structures, il nous dit juste une structure. Donc voilà, bon, grosso modo là, on est assez satisfait parce qu'on se dit bon, on va pouvoir passer en zone rebelle et déjà avoir une petite idée de comment ça se passe. Donc on passe la nuit dans cette maison et toute la nuit on entend des tirs de mortier. Et donc je demande à l'activiste chez qui on est hébergé, mais comment ça se fait qu'il y a des tirs comme ça? Il me dit oui, en fait, là, juste à quelques centaines de mètres, il y a un point de contrôle de l'armée de l'air. Donc ce point de contrôle, toute la nuit, il tire des mortiers vers la zone rebelle. Donc voilà, c'est comme ça qu'on passe notre première nuit à Alep, donc en zone gouvernementale. Le lendemain, on se réveille. Et la personne qui nous héberge, donc cet activiste, nous dit on va passer de la zone gouvernementale à la zone rebelle. Autant en zone gouvernementale, il y avait de la circulation comme on peut voir à Paris, donc une grosse circulation, beaucoup de véhicules, des gens dans la rue, une ville normale. Et donc on commence à descendre vers le sud de la ville, on passe sous un pont, on tourne à droite et d'un coup, le conducteur du véhicule, il accélère, il fait des zigzags entre des amoncellements de gravats et il nous dit ça y est, on est en zone rebelle. Et là, ça m'a un peu rappelé ma première mission en MSF, donc l'Irak en 2003. C'était un peu la même situation, à savoir que les rues étaient quasiment vides. Il y avait des bâtiments qui étaient éventrés par des tirs. Donc il y avait des impacts de balles, mais aussi, on voyait très bien qu'il y avait des tirs de roquettes. Il y avait des bus qui étaient renversés. Et quand on voyait des gens, c'était surtout des longues queues de personnes devant les uniques boulangeries qui étaient ouvertes, parce que déjà se posait le problème de l'approvisionnement des zones rebelles qui étaient assiégées finalement par le gouvernement syrien. Sur place, l'équipe visite ce qui est censé être le poste médical avancé de l'hôpital de Zarzour. C'est en fait un appartement souterrain au plus près de la ligne de front. Mais ils ne peuvent pas s'éterniser à cause des combats. Hakim et Jean-Hervé ont à peine le temps de voir comment les blessés sont pris en charge. Ils décident alors de ne pas s'arrêter là. On ne pouvait pas juste se contenter d'une seule structure et rentrer, donc on a fait toutes les autres structures. Notamment, on a visité l'hôpital de Dar Shifa, qui est un hôpital public, donc qui soignait l'essentiel des blessés. Pourquoi il soignait l'essentiel des blessés? Parce que c'était l'hôpital le plus connu de toute la population d'Alep, et surtout parce que c'était un hôpital public, contrairement aux autres qui étaient des structures privées. Cet hôpital, quand on est arrivé là-bas, d'après les informations des responsables médicaux qui y travaillaient, ils recevaient tous les jours environ 300 blessés, et il y avait environ une dizaine de personnes qui mouraient parmi ces blessés qui recevaient. Quand on arrive là-bas, ce qui m'a frappé, c'est que l'hôpital, finalement, ils utilisaient que le rez-de-chaussée, qui était la salle d'urgence. Ils n'utilisaient plus les étages, où normalement c'était les étages d'hospitalisation, parce que l'hôpital avait déjà été identifié par l'armée syrienne comme un hôpital qui soignait des rebelles, donc il avait été bombardé à plusieurs reprises. Donc, in fine, il y avait que le rez-de-chaussée qui a été utilisé comme salle d'urgence. Et donc, quand on est arrivé là, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'était que tout le sol était rouge de sang et on voyait des blessés qui arrivaient, posés à même sur des tables d'observation et directement stabilisés et directement référés vers d'autres structures privées. Et un flot incessant de personnes qui jetaient des seaux d'eau et qui évacuaient le sang qu'il y avait dans la salle d'urgence. Donc on est dans cet hôpital de Dar Shifa et là se pose la question d'évacuer un blessé grave et on nous dit on va l'envoyer à El-Bab. Donc nous on demande est-ce qu'on peut monter dans cette ambulance avec ce blessé, donc on nous autorise à monter et du coup on va faire tout le trajet donc de Dar Shifa jusqu'à El-Bab qui fait environ 60 km. On va le faire sirène battante, à vive allure. Donc on arrive dans cette ville d'El-Bab. Et l'ambulance s'arrête devant une mosquée. Et donc ce patient, ils le font rentrer dans la mosquée, ils descendent dans le sous-sol de la mosquée, et dans le sous-sol de la mosquée, on trouve
finalement un hôpital avec tout l'équipement nécessaire pour prendre en charge des blessés. Et là, on se rend compte que la structure de référence pour évacuer les blessés d'Alep, elle est dans la ville d'El-Bab et donc dans le sous-sol d'une mosquée. Et donc là, on est un peu surpris parce qu'on se dit finalement, on a un positionnement qui est pas le bon. L'hôpital de référence est dans la ville d'El-Bab qui se trouve à l'est de Alep. Nous, notre structure de prise en charge des blessés, elle se trouve à l'ouest. Hakim et Jean-Hervé ont la réponse qu'ils étaient venus chercher. Ils savent maintenant où les blessés d'Alep sont soignés et pourquoi ils n'arrivent pas jusqu'à l'hôpital d'Atmé. Après 3 jours en Syrie, ils remontent vers le nord du pays et regagnent la Turquie par la ville frontière de Kilis. Ils rentrent ensuite à Paris pour débriefer de leur mission exploratoire avec la cellule des urgences. Une des premières conclusions de notre mission exploratoire, c'est que finalement, on est à l'ouest, au sens propre et au sens figuré, parce que la route d'évacuation des blessés va vers l'est et nous, on est à l'ouest. Et donc, notre premier axe, c'était de proposer un renfort médical en envoyant une équipe médicale internationale supporter ces structures qu'on a vues. Et là, même si je la comprends, je suis déçu par la réponse des responsables du desk des urgences, parce que eux, finalement, ils nous disent oui, mais quand même, envoyer une équipe à Alep, c'est loin à l'intérieur de la Syrie. Donc Atmé, c'était proche de la frontière, donc on avait toujours une connexion avec les gens quand ils sont à Atmé. Alors que là, à Alep, il n'y a pas de couverture depuis l'étranger, on peut pas appeler les gens à Alep, et surtout, on peut pas leur garantir une évacuation sécurisée de la ville d'Alep au cas où il y a un gros problème. La question centrale, c'est la question de la prise de risque. De quelle façon cette prise de risque est assumée, donc d'une part par les gens sur le terrain et d'autre part par les gens au siège. Là, clairement, en plus j'étais avec Jean-Hervé, on pensait exactement la même chose. On était 2, après avoir fait cette mission exploratoire, à penser que cette prise de risque, elle pouvait être assumée par l'institution. En gros, dans cette prise de risque, il y a une balance à faire entre les besoins là qui sont clairement immenses, et la sécurité des équipes. Et moi, dans cette balance, je suis convaincu que c'est possible de prendre moins de risques que ce qu'on a pris avec Jean-Hervé. Et donc, même si il n'y a pas une volonté de mettre une équipe de façon permanente, au moins faire des séjours brefs pour venir supporter ces salles d'urgence. Pour moi, ça demeure une énorme frustration parce que, in fine, les organisations internationales, elles ont très peu apporté dans ce conflit. C'est surtout les Syriens, les ONG syriennes, donc toutes les organisations nées de la révolution syrienne qui ont mené les opérations de secours sur le sol syrien. Les ONG internationales, elles ont surtout fait un support depuis l'extérieur. Et c'est un conflit qui me marque et qui me marquera parce que la moitié de la population, elle a été déplacée à cause des violences. Donc il y a des déplacés internes, il y a des réfugiés, mais au total, la moitié, donc plus de 12 millions de personnes ont été déplacées à cause de la violence liée au conflit. Elle m'a marqué aussi parce que là, actuellement, dans Idlib, donc il y a Idlib et une partie du gouvernement d'Alep qui sont ce qu'on appelle le dernier bastion rebelle. Il y a une situation où les déplacés et même les gens, les Syriens qui sont originaires d'Idlib, ils sont dans une situation où il n'y a aucune porte de sortie. Ils peuvent pas aller en Turquie parce que la Turquie a déjà absorbé trop de réfugiés. Il y a eu différentes successives opérations militaires de l'armée syrienne avec son allié russe. Les gens ont aucune perspective d'avenir. Ils se disent à quand la prochaine offensive militaire. En même temps, Bachar el-Assad est toujours au pouvoir à Damas, donc il n'y a pas de possibilité de retour aujourd'hui. Donc on est dans une espèce de situation avec aucune porte de sortie. Dix ans après le début de la guerre en Syrie, les conditions de vie sont désastreuses dans le nord-ouest du pays, particulièrement à Idlib. Dans une région où 2,8 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour couvrir leurs besoins de base, comme l'eau et la nourriture, chaque nouvelle attaque militaire a des conséquences dramatiques sur la population. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Assia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Magot avec Agnès Varenne-Leca. Merci à Hakim Kaldi pour son témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, y laisser des commentaires et des étoiles,
sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.